Donc, je suis Céline Brochier, je suis professeure à l'Université de Lyon, biologiste. J'ai une formation de biologiste en évolution et je m'intéresse à l'exobiologie, alors tout ce qui est évolution et origine de la vie. Et plus principalement, je m'intéresse dans mes recherches à la période évolutive qui sépare l'euca, le dernier ancêtre commun à tous les êtres vivants, de l'émergence et la diversification des trois domaines du vivant, archée, bactéries et eucaryotes. Donc c'est une fenêtre de temps qui est ancienne, assez large, on n'a aucune idée de sa durée, mais donc voilà, l'essentiel de mes travaux porte là-dessus. Et je m'intéresse à l'évolution des organismes. D'une part, j'essaye de reconstituer leur histoire évolutive, leur relation de parenté, leur phylogénie, donc un petit peu ce que Guillaume vous a présenté, mais appliqué aux micro-organismes, puisqu'à cette époque c'était des micro-organismes. Et d'autre part, je m'intéresse à l'évolution des structures cellulaires pour comprendre quels sont les événements qui ont conduit à l'apparition de trois domaines du vivant qui ont des caractéristiques propres. Voilà, donc ça c'était pour vous présenter un petit peu qui je suis. Et le cours que je vais faire aujourd'hui n'est pas tout à fait dans cette ligne de recherche, puisque c'est un cours qui va porter sur la cellule minimale. Donc on va parler biologie et autour de ce thème. L'exposé va être organisé en quatre items. D'une part, je vais essayer de vous donner quelques éléments pour comprendre pourquoi cette question de la cellule minimale est importante et puis pourquoi est-ce qu'on s'y intéresse. Et puis, je vais vous présenter trois approches possibles pour essayer d'appréhender cette notion de la cellule minimale. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de cellule minimale? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Quand on parle de cellules minimales, si je reformule la question, qu'est-ce qu'une cellule minimale? C'est quel est l'ensemble de constituants qui est nécessaire et suffisant pour obtenir une cellule fonctionnelle viable. Quand on parle de cellule minimale, on parle d'une cellule qui est viable, bien évidemment. Donc on se pose la question, qu'est-ce qu'il me faut pour faire une cellule viable et qui soit minimale? Alors, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à cette question de la cellule minimale? Il y a plusieurs motivations. La première, ça peut être une motivation purement biologique pour savoir comment fonctionne une cellule et qu'est-ce qu'est vraiment une cellule. Quand on voit une cellule actuelle, on a ce qu'on pense être une partie qui définit la cellule en tant que cellule, et puis on a tout un tas d'autres composants, structures, métabolismes qui vont donner l'identité à la cellule, mais qui ne sont pas qui ne constituent pas l'essence de la cellule. Donc, pour comprendre comment fonctionne une cellule, il faudrait savoir, quand on observe une cellule actuelle, quelles sont parmi tous ces constituants, toutes ces capacités, celles qui sont vraiment liées intrinsèquement au concept, à la notion de cellule. On peut avoir d'autres motivations, ça peut être des motivations industrielles, biotechnologiques, puisque vous l'avez, ça commence à diffuser dans la société, mais en sciences ça existe depuis plusieurs années. On a des techniques qui permettent de modifier les cellules. Même l'avenir sera de créer des cellules qui feront exactement ce pourquoi elles auront été conçues. Donc ça peut être pour réaliser des activités métaboliques particulières, pour produire des constituants, on peut utiliser des organismes, des micro-organismes pour dépolluer des sols, etc. Donc on a tout un tas d'applications qui font que on aimerait être capable de pouvoir utiliser des cellules pour faire des tâches qu'on aura planifiées à l'avance et pour ce faire, eh bien, on essaye de les constituer, de les fabriquer de toutes pièces. Donc c'est ce que j'appellerais des motivations biotechnologiques. Et puis on a aussi, comme on est dans un cours d'exobiologie, on a aussi des motivations exobiologiques évolutives. Le concept de cellule minimale est important pour comprendre comment a pu se faire l'émergence des premières cellules. Pour pouvoir comprendre comment ont émergé les premières cellules, il faut être capable de définir ce qu'est une cellule et ce qui constitue intrinsèquement la cellule. Donc on a, quelles que soient ces motivations, ce sont des communautés qui sont très différentes, mais qui se retrouvent autour de ce thème.
Alors avant d'entrer dans, de vous présenter un petit peu comment on peut aborder ce problème du point de vue biologique et expérimental, je vais juste faire quelques rappels pour ceux d'entre vous. Les biologistes connaissent tout ça, mais pour ceux qui ne sont pas biologistes, ça peut être utile de faire quelques rappels. Donc, je vous rappelle que la cellule est définie l'unité d'organisation structurelle des systèmes vivants. Donc les organismes sont constitués de une ou plusieurs cellules et la cellule est constituée comme l'élément de base. Tous les êtres... Oui. Un virus, c'est un grand débat. Ça dépend de comment est-ce qu'on définit la vie. Mais ce qui est sûr, c'est que toutes les cellules sont vivantes. Ça, c'est sûr. La question des virus, on pourrait inviter différentes personnes et avoir un débat extrêmement intéressant et vif. Tout dépend de ce qu'on appelle un système vivant. Si le métabolisme définit la vie, comme je l'ai indiqué dans cette définition de la vie, il y en a plusieurs, alors les virus ne sont pas vivants. Ils sont presque vivants, ils ont presque tout, sauf le métabolisme. Mais bon, c'est un autre débat. Donc j'ai pris ici cette définition des caractéristiques du vivant. En fait, c'est un petit peu comme on vient de le souligner, notre petite discussion autour des virus, ce sont des caractéristiques du vivant, ce sont des caractéristiques du vivant dans le cadre cellulaire. Donc c'est un système qui est délimité sur le plan spatial, ça c'est important, on a une notion de compartimentation. Par une membrane semi-perméable de sa propre fabrication, qui est capable de s'auto-entretenir. Donc on a la notion de métabolisme, d'entretien de la structure qui s'auto-entretient et qui est capable de reproduire un système ayant les mêmes caractéristiques. Donc il y a cette notion de reproduction et qui dérive après en notion d'évolution. Donc en fabriquant ces constituants à partir d'énergie et de matériaux bruts extérieurs, donc c'est le métabolisme. Bon. Donc si je reviens à ma cellule minimale, les cellules étant considérées comme des systèmes vivants, il faut que la cellule minimale présente, à minima, ces caractéristiques. Et étant donné que sur Terre, on a la chance d'avoir une grande collection de cellules, très différentes les unes des autres, il y a des cellules d'archées, de bactéries, de caryotes, même au sein des cellules eucaryotes, on a différents types de cellules. Vous prenez un être humain, on a des cellules qui ont, en théorie, le même bagage génétique, mais elles peuvent avoir des structures et des capacités très différentes. Donc, quand on va parler de la cellule minimale, il faut que ce qu'on va faire émerger recouvre l'ensemble des fonctions partagées par toutes les cellules actuelles. Alors, quels sont les points communs entre les cellules actuelles? Puisqu'elles sont extrêmement diverses. Mais elles sont extrêmement diverses en forme, en capacité, en cycle de vie. Donc, peu importe, on ne rentre pas dans les détails. Donc, on a une grande variabilité des cellules, mais on a aussi un principe d'unicité, c'est-à-dire qu'en dépit de toutes leurs différences, les cellules partagent un certain nombre de caractéristiques communes. Alors, je vais en énumérer quelques-unes. D'abord, toutes les cellules utilisent l'ADN comme support de leur information génétique. Je ne suis pas en train de dire que la vie est apparue, que l'ADN est apparu en premier. Là, je parle des cellules, je suis déconnectée des origines de la vie. Donc, elles utilisent l'ADN comme support de l'information génétique. On a un mécanisme de transmission de l'information génétique qui est conservé chez toutes les cellules, c'est-à-dire qu'on part d'une cellule mère, on a une réplication de l'ADN qui fait qu'on a une copie de l'ADN, support de l'information génétique présent dans la cellule mère, ici. Donc on se retrouve avec 2 exemplaires de ce matériel génétique, puis une division cellulaire qui va aboutir à la formation de 2 cellules filles, chacune porteuse de l'information génétique qui était présente dans la cellule mère, aux mutations près qui peuvent se produire. Mais le mécanisme est conservé. Ce mécanisme, vous en avez une illustration, je passe très très vite. On a la molécule d'ADN double brin avec les liaisons entre les bases complémentaires. Première étape, les brins vont être séparés et à partir d'un pool de désoxyribonucléotides libres qui sont présents dans la cellule, on va avoir synthèse du brin complémentaire à chacun des 2 brins initiaux par appariement complémentaire des bases. Donc à la fin du processus, on aura 2 molécules d'ADN, chacune comportant un brin de la molécule initiale et un brin qu'on appelle néosynthétisé. Alors ce qui est intéressant, c'est que le mécanisme est conservé, quelles que soient les cellules, et fait intervenir de nombreuses protéines. Donc c'est une machinerie très complexe qui est capable de réaliser cette opération.
On a aussi un autre mécanisme, toujours en lien avec l'information génétique, mais cette fois-ci en lien avec l'expression de l'information génétique. Donc, l'information génétique qui est encodée dans l'ADN va être utilisée par la cellule et ça se fait essentiellement pour fabriquer des protéines. Et entre l'ADN et la synthèse des protéines, on va avoir ce qu'on appelle une phase de transcription, où on va avoir synthèse d'un ARN messager qui va porter l'information génétique qui est contenue dans l'ADN, et c'est cet ARN messager qui va être ensuite traduit en protéines. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce mécanisme de transcription, fabrication de l'ARN messager à partir de l'ADN, est aussi conservé, quelles que soient les cellules que l'on considère, et fait aussi intervenir de nombreuses protéines, dont l'ARN polymérase, qui est un gros complexe protéique composé de plus d'une dizaine de sous-unités. Donc, c'est quelque chose de très complexe et qui est commun à toutes les cellules. Donc, j'ai parlé réplication, j'ai parlé de transcription. Il y a la synthèse des protéines proprement dite, c'est-à-dire la traduction. Donc ici, on va avoir fabrication de protéines qui sont des chaînes d'acides aminés. Et ces protéines sont des agents indispensables au fonctionnement des cellules. Elles vont remplir tout un tas de fonctions, de structure, de métabolisme, d'activité enzymatique, etc. C'est elles aussi qui vont réguler l'expression des gènes et qui vont être à la base du processus de réplication et de transcription et de traduction également. Donc le mécanisme de traduction, je passe assez rapidement. Vous avez l'ARN qui a été synthétisé au cours de l'étape de transcription et vous avez un gros complexe protéique ici qui contient aussi des ARN qu'on appelle le ribosome, qui va venir lire, décoder l'information qui est contenue sur l'ARN, et la lecture de l'ARN messager se fait par triplet de 3 nucléotides. Donc on a 3 nucléotides. Pour chaque groupe de 3 nucléotides, on va avoir un acide aminé qui correspond. Donc la lecture de l'ARN se fait par le ribosome, et au fur et à mesure qu'on lit les nucléotides 3 par 3, l'acide aminé correspondant va être ajouté, et la chaîne d'acide aminé, donc le peptide en formation, va grandir au fur et à mesure que le ribosome balaye la séquence d'ARN. Alors, le ribosome et l'essentiel des protéines qui permettent la traduction sont aussi conservées à l'échelle des 3 domaines du vivant. On a un ribosome dans toutes les cellules. Et d'ailleurs, c'est une des caractéristiques des cellules. Ce sont des entités qui contiennent un ribosome capable de faire la traduction des ARN messagers. Donc on a le ribosome, mais donc des ARN, d'autres protéines qui participent à la traduction et qui sont conservées dans les 3 domaines du vivant. Donc là encore, c'est quelque chose qui est fort et qui unit, c'est un caractère qui unit toutes les cellules vivantes sur Terre actuellement. Il y a aussi autre chose qu'il ne faut pas oublier de mentionner, c'est que le code génétique, c'est-à-dire que la correspondance entre les triplets de nucléotides qu'on appelle des codons et les acides aminés est universelle. C'est pour ça qu'on peut exprimer un gène humain dans une bactérie, on peut exprimer un gène bactérien dans une levure, etc. Donc ce code génétique est universel. Il y a quelques exceptions, quelques petites différences qui peuvent exister chez certains organismes, mais ce sont des différences qui sont apparues secondairement. D'accord ? Ce sont des petites modifications a posteriori et qui sont très spécifiques de quelques organismes. Donc on peut dire que le code génétique est universel. Alors je vous ai dit que quand je vous ai parlé des cellules, on a parlé métabolisme et capacité à entretenir le système vivant. Donc effectivement, toutes les cellules ont un métabolisme et ont besoin, pour ce faire, d'énergie libre et de matériaux. Donc les réactions, en fait, toutes les réactions qui vont être réalisées au sein des cellules vont avoir besoin d'énergie qui va être puisée dans l'environnement. Ça peut être soit à partir de sources organiques, soit à partir de sources inorganiques comme la lumière ou de l'énergie chimique. Donc toutes les cellules ont besoin d'une source d'énergie pour entretenir leur métabolisme. Elles ont également besoin d'une source de carbone qui peut être, là encore une fois, organique ou alors inorganique. Et donc ces différences entre les sources d'énergie et de carbone définissent des catégories de métabolisme, mais on ne va pas rentrer dans les détails dans le cadre du cours aujourd'hui. En plus de cela, autre fait qui unit un trait d'union entre toutes les cellules vivantes, c'est que
la plupart des petites molécules de base qui vont être utilisées par les cellules, donc ça va être l'ATP, les acides aminés, les nucléotides, les sucres. Ce sont des molécules qui sont utilisées par toutes les cellules. Donc toutes ces molécules sont utilisées par les cellules. Et donc elles utilisent les mêmes petites molécules organiques pour leurs activités. Alors, les sources de ces composants et de l'énergie, la façon dont ils vont être utilisés, incorporés, définissent ce que j'ai appelé le métabolisme. Et certains organismes, certaines cellules vont être capables de fabriquer certains de ces composants, en particulier les petits ici. Donc par exemple, certains organismes vont être capables de fabriquer des acides aminés, mais pas tous. Certains organismes ne sont pas capables de les synthétiser. Pareil pour les nucléotides ou les sucres. Donc en fait, ces petites molécules peuvent être fabriquées par certains organismes ou puisées dans l'environnement. Donc là, ce sont des différences entre organismes, même si tous utilisent ces molécules. Toutes les cellules sont délimitées spatialement, donc par une membrane qu'on appelle plasmique, qui agit comme une barrière sélective et qui va permettre du coup de définir un milieu interne et un milieu externe qui peuvent avoir des compositions et des équilibres très différents. Donc la fonction de la membrane plasmique, c'est d'agir comme une barrière. La présence de protéines dans ces membranes permet le transport, donc de transporter sélectivement certains composés. La membrane protège aussi la cellule, permet aussi via des protéines à la cellule de sentir son environnement et de communiquer avec son environnement. Et donc ces membranes sont constituées de protéines et de phospholipides. Alors ça c'est vrai pour toutes les cellules. Il existe des différences néanmoins entre archées d'une part et bactéries eucaryotes d'autre part sur la nature des phospholipides. Ce n'est pas les mêmes phospholipides, mais la membrane en elle-même existe chez toutes les cellules. Donc ça veut dire que les cellules ont besoin sont capables et ont besoin de fabriquer et de maintenir cette membrane protectrice. Donc les lipides, les protéines membranaires associées, les pores, etc. Donc tout ça, c'est aussi des caractéristiques typiques des cellules. Donc j'ai terminé mon panorama très rapide de ce qui est commun à toutes les cellules. Sachant qu'après, il y a une incroyable diversité, ça veut dire qu'elles vont présenter aussi une multitude de différences qui vont faire leur identité. Alors, je reviens à ma question de la cellule minimale. Et donc, vous vous rappelez, on définissait la cellule minimale comme étant une entité qui devrait présenter toutes les caractéristiques qui définissent une cellule. Donc, ce qu'on vient de balayer. Donc, ça, la cellule minimale, ça nous renvoie aux caractéristiques communes à toutes les cellules. Maintenant, quand on va essayer d'aborder le problème plus concrètement, une fois qu'on l'a défini, maintenant comment est-ce qu'on va traiter ce problème, comment est-ce qu'on va l'aborder? Eh bien, on a une dérive qui s'opère entre caractéristiques communes des cellules vers quelle information génétique. Et ça, c'est lié au fait que l'information génétique contient tout ce qui est nécessaire pour fabriquer une cellule. Puisque les cellules utilisent leur information génétique pour se maintenir et pour, entre guillemets, se reproduire, donc créer d'autres cellules. Et ça, c'est le programme génétique. Donc on a une dérive de caractéristiques communes des cellules à quelle information génétique. On reviendra sur ce glissement à la fin de l'exposé. Donc on peut reformuler la question initiale quand on glisse vers la notion d'information génétique de la façon suivante. Quel est le plus petit ensemble de gènes nécessaire et suffisant pour maintenir une forme de vie cellulaire moderne? Je dis moderne puisqu'on part de la définition des cellules, la définition est faite à partir de cellules modernes. On ne sait pas quelles étaient les premières cellules. Donc, quel est le plus petit ensemble de gènes? On réduit la question à combien de gènes? On réduit vraiment le problème. Et donc, tout l'objet de ce que je vais présenter par la suite, c'est d'essayer de voir combien de gènes
sont nécessaires pour faire une cellule. Alors, première approche pour aborder la question, ça va être de regarder la diversité des cellules actuelles. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a une incroyable diversité de cellules, en taille, en forme, en mode de vie, et elles ont aussi, toutes ces cellules ont un génome. Donc la première chose à faire, la première idée la plus intuitive, quand on parle de combien de gènes sont nécessaires et suffisants pour faire une cellule, c'est d'avoir des ordres de grandeur et de regarder ce qui existe dans la nature actuellement et de voir quelle est la taille des génomes des cellules. Si on regarde la taille des génomes des cellules, alors ici je vous ai mis un graphe où vous avez la taille des génomes en millions de paires de bases, mégabases, donc de 0 à 13 mégabases, et en ordonnée, vous avez la composition en base G et C des génomes. C'est simplement pour avoir quelque chose qui permet de discriminer sur l'axe vertical, mais j'aurais pu prendre autre chose comme caractéristique. Enfin, les petits triangles sur ce graphe correspondent à des génomes, et plus particulièrement à des génomes prokaryotes, c'est-à-dire archées ou bactéries. Donc, ce sont des génomes archées ou bactéries. Alors, le fait qu'il y ait des triangles pleins et vides ne correspond pas à archées ou bactéries, ça correspond en fait au mode de vie des organismes. Donc il n'y a pas de différenciation entre archées et bactéries. Par contre, j'ai différencié le mode de vie. Et en fait, vous avez en triangle vide des organismes prokaryotes qui sont pathogènes ou symbiontes, et avec des triangles pleins, les organismes qui sont dits free living, ça veut dire qu'ils ont un mode de vie libre dans la nature. Alors, ce que vous pouvez voir quand on regarde la taille des génomes prokaryotes, c'est déjà qu'on a une incroyable variabilité au niveau de la taille. On passe de moins d'1 mégabase à 13 mégabases. C'est énorme. On reviendra sur ces ordres de grandeur. En nombre de gènes, ça correspond à peu près 200 gènes jusqu'à plus de 9000 gènes. Alors, je vous donnerai quelques petits ordres de grandeur après. Ce qu'on voit également, de façon très nette, c'est que plus on se rapproche des génomes de petite taille, quand on considère les génomes qui ont les plus petites tailles, vous voyez ici qu'on a principalement, voire même presque exclusivement, des triangles vides. Donc ça vous informe sur quelque chose d'important, qui est que les plus petits génomes actuels, de cellules actuelles, correspondent à des organismes qui ont un mode de vie très particulier, pathogène ou symbiotique. Ce ne sont pas des organismes qui vivent de façon autonome. Alors, vivre de façon autonome, c'est un abus de langage, puisque, bien évidemment, Guillaume, rappelez-vous ce qu'il vous a dit, considérer un organisme isolé de son contexte environnemental et des autres organismes qui vivent autour de lui, ça n'a pas de sens. Mais on est capable il est free living, c'est-à-dire qu'il ne dépend pas d'un autre organisme pour vivre. Donc déjà, ça vous indique que les cellules avec les plus petits génomes ont moins de 1 mégabase, moins de 1000 gènes. Donc déjà, ça vous donne un ordre de grandeur pour votre problématique de la cellule minimale. On est sûrement dans des ordres de grandeur de moins de 1000 gènes. Alors, si on regarde ce qui se passe chez les eucaryotes, pour vous donner quelques ordres de grandeur, puisqu'on a souvent dans l'idée que les prokaryotes ont une structure cellulaire beaucoup plus simple que les eucaryotes, donc ils ont des plus petits génomes. C'est vrai en moyenne, mais quand on regarde la distribution de la taille des génomes eucaryotes, vous voyez que les plus petits génomes eucaryotes font moins de 2000 gènes, on est à 2,9 mégabases, on est à peu près ici. Donc ça veut dire qu'il y a une immensité de la majorité même des prokaryotes qui ont des génomes qui sont plus grands que les plus petits génomes eucaryotes. Et par contre, on va beaucoup plus loin vers les génomes de grande taille que chez les prokaryotes. Chez les prokaryotes, on est à 13 mégabases. Il y a des génomes à 17 mégabases qui ont été décrits, mais bon, ça reste quand même pas plus de 20 mégabases. Alors qu'on a, par exemple, chez une amibe, un protiste unicellulaire, on a 670 000 mégabases. C'est le plus gros génome connu à l'heure actuelle. Par comparaison, Homo sapiens, c'est 3000 mégabases. La levure,
Saccharomyces cerevisiae, à peu près 5000 gènes. On est donc on est plutôt dans des petits génomes. Donc, ça vous indique que si on s'intéresse à la cellule minimale, on va certainement se tourner vers des cellules de type prokaryote. Alors, maintenant, si on regarde quels sont les génomes les plus petits qui sont connus. Alors, si on regarde les bactéries free living, on a une archée à 1,3 mégabase, à peu près 1400 gènes codant pour des protéines. C'est une archée qui vit en symbiose avec une autre archée, enfin, ou qui héberge à sa surface une autre archée qui est Nanoarchaeum equitans, ici, qui elle a un génome de 0,5 mégabase, à peu près 500 gènes. Donc on a une association entre ces deux archées. On ne sait pas si Nanoarchaeum est un pathogène ou un symbionte, c'est pas très clair. L'hôte est capable de vivre tout seul, c'est pour ça qu'il est associé à un triangle vert plein, alors que la Nanoarchaeum, par contre, est incapable de vivre sans son hôte. On a dans les free living Pelagibacter ubiquit, qui est une bactérie qui est extrêmement abondante dans l'océan, et en particulier dans les couches superficielles de l'océan. C'est un des micro-organismes les plus abondants dans l'océan, couche superficielle de l'océan. Et vous avez un très petit génome avec 1,31 mégabase, à peu près 1300-1400 gènes. Alors pendant un certain temps, Nanoarchaeum equitans était le plus petit génome connu, et puis à force de chercher, on a trouvé des génomes encore plus petits, et on a trouvé il y a quelques années le génome d'une bactérie qu'on appelle Carsonella rudi, qui est un ordre de grandeur bien plus petit que celui de Nanoarchaeum, puisqu'on a 0,16 mégabase, c'est tout petit, c'est vraiment très petit, qui correspond à moins de 200 gènes. Alors, cette diapositive, je ne l'ai pas remise à jour cette année. On a trouvé d'autres génomes qui ont des tailles à peu près similaires à celles de Carsonella. Ce n'est pas une exception. Plus on cherche, plus on trouve des génomes de très petite taille. Par contre, tous les génomes de cette taille-là proviennent d'organismes qui vivent en symbiose et qui sont associés, en fait, qui vivent dans des cellules animales. D'insectes. Ce sont des symbiontes d'insectes qui vivent soit à l'intérieur des cellules d'insectes, soit en association très étroite au milieu des cellules d'insectes, donc à l'intérieur de l'organisme. Alors si on regarde un petit peu la taille, si on regarde un peu la distribution taxonomique des génomes de très petite taille, donc ici vous avez une phylogénie des bactéries, avec les grands groupes bactériens. Donc par exemple ici ce sont les gamma-protéobactéries, ici les bêta-protéobactéries, les alpha-protéobactéries, delta-protéobactéries, epsilon-protéobactéries, firmicutes et molicutes, bactéroïdetes, des chlamydiés, des spirochètes, des actinobactéria. Donc ce n'est pas l'intégralité des phyla bactériens qui sont représentés, mais ce sont tous les phyla dans lesquels on a trouvé des génomes, des cellules avec des génomes de très petite taille. Donc ce que vous voyez tout de suite en regardant cette phylogénie et la distribution taxonomique des organismes à petit génome, c'est déjà qu'on en trouve dans plusieurs groupes bactériens qui sont séparés, qui représentent des phyla différents. Donc ça vous indique qu'une évolution vers des petites tailles de génomes, puisque bien évidemment il s'agit d'évolutions secondaires, de génomes qui ont diminué secondairement à partir d'ancêtres qui avaient des génomes plus grands. J'y reviendrai sur ce point là-dessus. Ça s'est fait indépendamment plusieurs fois au cours de l'évolution des bactéries. Ça s'est fait indépendamment dans différents groupes. Donc ça veut dire que c'est un phénomène qui est très fréquent. Très fréquent, disons plutôt relativement fréquent. Donc les choses qui sont aussi intéressantes, c'est qu'on a deux catégories de génomes réduits. On a les génomes réduits qui apparaissent en vert et bleu, qui correspondent à des organismes qui vivent en association
avec des hôtes, mais on a une symbiose ou une pathogénie, mais qui n'est pas poussée à l'extrême. Inversement, ceux qui apparaissent en rouge, ici en orange, correspondent à des organismes où vraiment là on a une association beaucoup plus poussée avec l'hôte, et en particulier c'est là que vous allez trouver tous les symbiontes d'insectes qui vivent dans les bactériomes, donc dans des structures spécifiques des insectes qui hébergent ces symbiontes. Ce qu'on observe, c'est que la réduction génomique dans le cas de ces symbiontes ici est beaucoup plus forte que dans le cas de ces symbiontes ou pathogènes ici. Donc ça semble suggérer qu'il y a deux stades dans la réduction génomique. On a un premier stade lorsqu'il y a une association avec un hôte. On a des génomes qui deviennent plus petits, qui perdent des gènes, mais qui peuvent rester dans cet état-là. Et puis parfois, on a une évolution encore plus poussée, une association encore plus étroite. Et là, ça se traduit par une perte de gènes encore plus forte. Donc des génomes encore plus réduits. Alors voici, donc toujours issu de la même publication, d'une autre publication mais du même groupe, vous avez représenté des génomes qui étaient, donc, que vous pouvez retrouver ici à l'échelle. Donc vous voyez par exemple Carsonella rudi avec un tout petit génome, celui-ci Candidatus hodgkinia qui est même encore plus petit que Carsonella, celui-ci aussi. Donc des génomes qui appartiennent à cette catégorie de génomes extrêmement réduits par rapport à un génome de référence, Mycoplasma genitalium, qui était un génome d'une bactérie qui est pathogène d'eucaryotes, mais qui n'est pas dans ces associations extrêmes. Donc pendant très longtemps, Mycoplasma genitalium a été le plus petit génome connu. Et puis, quand on s'est mis à explorer la diversité bactérienne, et en particulier les associations symbiotiques, c'est là qu'on a découvert ces bactéries avec des génomes encore plus réduits. Et vous voyez que si Mycoplasma genitalium était un génome extrême, considéré comme extrêmement réduit, vous voyez qu'on a franchi un gap supplémentaire. Alors, je vous ai dit, j'ai commencé à vous le dire, mais je vais quand même vous le démontrer, enfin vous montrer comment est-ce qu'on a abouti à cette idée. Je vous ai dit, ce sont des génomes qui ont subi une évolution réductive à partir d'ancêtres qui avaient des génomes plus grands. Comment est-ce qu'on peut voir ça? Eh bien tout simplement par des approches de phylogénie. Par exemple, ici vous avez le groupe des Buchnera qui sont des symbiontes d'insectes. Weigel-Vorsia, un proche parent, est aussi un symbionte d'insectes. Et ces bactéries sont des proches parents de bactéries, d'autres bactéries comme Escherichia coli que vous connaissez, que nous possédons tous dans notre tube digestif. Donc, si on est capable de reconstituer la phylogénie des organismes, on retrouve leur relation de parenté, ce qui nous donne le cadre évolutif. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est comparer les gènes qui sont présents dans les génomes de ces organismes et de voir s'il y a eu des pertes au cours de l'évolution ou des acquisitions. Il peut y avoir des acquisitions par transfert de gènes. Eh bien, si on fait ça, donc ici vous avez la taille des génomes de Buchnera et de Weigel-Vorsia, la taille des génomes de leurs proches parents. Les études concluent qu'il y a eu une infection, que les Buchnera dérivent d'un ancêtre qui a infecté un insecte il y a à peu près 200 millions d'années, que l'ancêtre avait de 1800 à 2500 gènes. Donc tout ça, c'est déduit par la comparaison du contenu en gènes qui est présent dans les génomes. Et on peut suivre l'évolution du contenu en gènes tout au long de la diversification des Buchnera. Et le modèle qui est sous-jacent, c'est qu'on a eu des pertes de fragments d'ADN. Bon, c'est normal s'il y a eu une évolution réductive, mais que cette diminution de la taille des génomes ne s'est pas faite de façon linéaire. On a eu très tôt, suite à l'association, des pertes massives de gènes, de fragments génomiques. Et puis après, ça s'est stabilisé et le rythme des pertes s'est ralenti, s'est stabilisé. Cette réduction génomique, donc,
cette réduction génomique a pu s'accompagner aussi d'acquisition de gènes, mais moins forte que les pertes. Et on a 1% des gènes que l'on trouve dans ces Buchnera qui sont absents de leurs proches parents, ce qui suggère malgré tout quelques acquisitions. Mais le taux de perte de gènes est bien supérieur aux acquisitions. En général, les processus de réduction génomique s'accompagnent d'un changement de composition en base dans les génomes, une augmentation en base A et T au détriment des bases C et G, mais il y a des exceptions. Et ce qu'on a mis en évidence aussi, en regardant le contenu en gènes de ces Buchnera, c'est que bien qu'il y ait une perte, que la tendance soit à la perte, il y a eu néanmoins, je vous ai dit, des gains, peut-être par des transferts de gènes, mais il y a eu aussi des duplications de gènes, donc qui conduisent à des gains de gènes, et en particulier pour tout ce qui est synthèse des acides aminés. Et ça s'explique très bien de par la relation qu'il y a entre Buchnera et l'hôte, où les symbiontes vont fournir des acides aminés essentiels à l'hôte. Donc dans ce cas-là, à cause du mode de vie, on a eu malgré tout une amplification des duplications de certains gènes qui ont permis d'amplifier des fonctions qui participent aux échanges symbiotiques avec l'hôte. Alors si on compare maintenant les génomes des symbiontes ou des parasites bactériens, si on compare trois souches de Buchnera, donc peu importe les noms, c'est une étude qui a été publiée il y a déjà pas mal de temps, les auteurs avaient trouvé 462 gènes en commun. Ce qui était intéressant, c'est que si on compare les gènes communs aux 3 Buchnera avec les gènes qu'ils partagent avec un de leurs plus proches voisins, là, le Weigel-Vorsia, on s'aperçoit qu'il n'y a que 276 gènes en commun. Donc ça veut dire qu'il y a eu une réduction génomique dans les deux cas, mais que seule une petite partie est commune. Ça veut dire qu'il y a des gènes qui étaient présents peut-être chez l'ancêtre des deux groupes, qui ont été conservés chez celui-ci et perdus chez les Buchnera, et réciproquement. Donc on a des pertes différentielles de gènes. Si on compare les 3 Buchnera avec Mycoplasma genitalium, dont je vous ai parlé tout à l'heure, on a 172 gènes en commun, avec les chlamydia 218, 220. Et si on compare tout le monde, on arrive à 156 gènes en commun. Donc ça pourrait être une manière de définir l'ensemble de gènes minimal nécessaires à faire une cellule, puisqu'on a comparé des petits génomes et on a cherché ce qui était commun entre eux. Donc, étant donné que ce sont tous des cellules, les organismes correspondants sont tous des cellules, on peut faire l'hypothèse que ces 156 gènes qui sont communs à tout le monde sont justement les gènes qui définissent la cellule, puisque ce sont des organismes dont l'évolution a fait qu'ils ont perdu tout un tas de gènes accessoires. Alors si on regarde maintenant en termes de fonction, à quoi correspondent ces gènes, donc les 276 gènes ou 156 gènes, ce sont les 276 gènes ici ou les 156 gènes qui sont ici. Ce qu'on va voir, c'est qu'on n'a pas du tout la même tendance selon les fonctions associées aux gènes. Si vous regardez ce tableau donc, qui montre un petit peu les catégories fonctionnelles auxquels appartiennent les gènes que l'on compare, vous vous rendrez compte que la majorité des gènes qui sont communs au génome des Buchnera, Weigel-Vorsia ou à tout le monde, sont majoritairement impliqués dans les processus d'expression et de transmission de l'information génétique. Ça tombe bien, ce que je vous ai présenté au tout début, je vous ai montré que c'était des processus qui étaient considérés comme fondamentaux pour les cellules. Par contre, si on regarde les autres gènes, on se rend compte qu'on a des tendances différentes. Par exemple, si on regarde les gènes qui sont conservés chez les Buchnera et Weigel-Vorsia, on a 10 gènes impliqués dans le métabolisme des acides aminés, qui sont communs aux 4 organismes. Alors que si on rajoute le mycoplasma, si on rajoute les autres symbiontes ou parasites dans la comparaison, on se rend compte que il n'y a plus de gènes de synthèse, quasiment plus de gènes du métabolisme des acides aminés qui est conservé, ou des structures cellulaires. Donc ça reflète ce que je vous ai dit tout à l'heure, les pertes différentielles. C'est-à-dire que ces gènes-là ont été conservés chez les 3 Buchnera et Weigel-Vorsia, voire même amplifiés pour tenir compte de leur mode de vie, ce qui fait sens par rapport à leur mode de vie et les échanges qu'ils ont avec leur hôte. Alors que par exemple, si je rajoute Mycoplasma dans la comparaison, Mycoplasma c'est un parasite, il n'a aucun intérêt à donner des acides aminés à son hôte. Donc il aura peut-être perdu ces gènes-là. Donc ça c'est important
on voit qu'on a plusieurs types de gènes. Des gènes qui sont très conservés, quels que soient les génomes réduits que l'on considère. Et puis, quand on regarde les autres, donc c'est tout ce qui est processus de transmission et d'expression de l'information génétique. Et puis, tout ce qui est métabolisme, on se rend compte qu'il y a une grande variabilité. Dans certains cas, certains organismes auront gardé au cours de l'évolution certains gènes impliqués dans certaines fonctions métaboliques, mais ça ne sera pas le cas chez d'autres. Et en fait, donc le message clé de ce que je viens de vous expliquer, c'est que les phénomènes de réduction génomique reflètent des adaptations donc secondaires à des modes de vie très différents. Donc on a des génomes très petits, mais qui sont le fruit d'une histoire. Ça, c'est un point important. Et d'adaptations différentes. Alors, comment se passent les processus de réduction génomique? Je vais passer relativement vite. Donc, on a un génome d'une bactérie ou d'une archée libre. Et les génomes bactériens sont très plastiques. On a des gènes qui apparaissent au cours de l'évolution et on a des gènes qui sont perdus au cours de l'évolution. Ça fait partie du processus normal d'évolution des génomes. Néanmoins, au cours du temps, on a une stabilité de la taille des génomes bactériens relative, puisque vous avez vu que vous aviez quand même des tailles de génomes bactériens, même pour des bactéries qui sont dites libres, qui sont assez conséquents, mais ça reste modéré. Et ça, c'est lié au fait que les gains compensent à peu près les pertes en termes de flux. Et puis arrive un changement de mode de vie qui va conduire soit à une association symbiotique, soit à du parasitisme. Et là, on observe une réduction assez rapide du génome par perte de fragments pouvant être parfois de grande taille, de fragments d'ADN. Donc on a des pertes qui sont beaucoup plus importantes et surtout on a beaucoup moins de gains. On a beaucoup moins de gains parce qu'en général, les symbiontes ou les parasites vont se retrouver isolés. Donc ils vont être en interaction étroite avec leur hôte, mais isolés des autres communautés microbiennes. Donc tout ce qui pourrait être transfert de gènes, par exemple, le flux va se réduire. Et par contre, les pertes vont du coup... les pressions de sélection changent. Et donc, si on perd des gènes, si l'organisme perd des gènes qui ne lui servent plus dans son nouvel environnement, ça ne sera pas contre-sélectionné. Donc, le taux de perte va s'accentuer. Et puis, si l'association symbiotique se poursuit, devient plus poussée, on passe ce palier dont je vous ai parlé, où on va avoir une réduction encore plus forte de la taille des génomes. Et c'est ainsi qu'on passe des génomes qui font de la taille de 500 à 600 gènes à des génomes qui vont faire 200, 300 gènes. Et donc là, c'est lié à l'association symbiotique qui devient plus étroite. Et puis, ça peut encore se poursuivre. Et donc, ce phénomène de réduction génomique et d'association de plus en plus étroite va être fonction donc, du type d'association et puis du temps qu'auront passé les organismes en association. Ça demande quand même du temps, ce n'est pas un processus qui est instantané. Et donc on peut arriver au génome extrêmement réduit. Donc ici vous avez Mycoplasma genitalium par exemple. Vous avez ici les Buchnera ou Igelvorsia et puis ici Carsonella dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, j'attire votre attention, je vais nuancer un petit peu tout ce que j'ai dit, parce que si vous prenez ce que je vous ai dit, on va dire les génomes minimaux, on en a dans la nature, c'est 180 gènes, 150 gènes, etc. Alors, c'est vrai que ce sont des cellules qui possèdent ce matériel génétique, mais il y a un point qui est fondamental, c'est que ces organismes ne sont pas des organismes qui sont viables s'ils sont tout seuls. Ils sont en association avec un hôte. Et dans le cas des symbiontes d'insectes, en général, on n'a pas un symbionte, mais plusieurs symbiontes qui coexistent dans le même hôte. Et donc, il va y avoir des échanges entre les partenaires. Et par exemple ici, vous avez un exemple où vous avez dans H. cubana ou C. eucalypti, donc des hôtes, plusieurs symbiontes
qui cohabitent. Donc ici, Carsonella et un symbionte S, Carsonella et un autre symbionte S. Et là, vous avez des voies de biosynthèse d'acides aminés qui sont essentielles. Donc le tryptophane, l'arginine. Et on regarde quels sont les gènes ou quels symbiontes participent à la fabrication, par exemple, du tryptophane. Eh bien, vous allez voir que Carsonella, par exemple, est capable de faire les 2 premières étapes de la voie de biosynthèse du tryptophane, mais que le symbionte S, ici, lui n'est pas capable de les faire, mais que Carsonella n'est pas capable de faire la fin de la voie de biosynthèse du tryptophane, alors que l'autre symbionte en est capable. Donc, individuellement, aucun des deux n'est capable de synthétiser du tryptophane, qui est un acide aminé essentiel pour eux et pour leur hôte, mais collectivement, ils sont capables de le faire. Donc, ça vous dit quoi? Ça vous dit que le tryptophane est indispensable pour ces symbiontes, mais que pourtant leur matériel génétique ne leur permet pas de le fabriquer. Et ils ne peuvent pas l'avoir de par leur hôte. Donc en fait, ici on a un génome de petite taille, ici on a un génome de petite taille, mais finalement, les deux sont requis pour avoir un système biologiquement viable. Et ça, c'est très important. On le retrouve aussi, par exemple, ici, pour la voie de l'arginine, où le symbionte S est capable de la faire en entier, mais Carsonella n'est pas capable de le faire en entier. Donc là, il y a peut-être quelque chose qui se passe. Dans ce C. eucalypti, par contre, dans H. cubana, le Carsonella est capable de faire tout le métabolisme de l'arginine, alors que le symbionte S n'est pas capable. Donc ça vous montre déjà que les associations symbiotiques, elles peuvent varier selon l'hôte et selon les souches que l'on considère, mais surtout qu'on a une association, on a un partenariat. Donc ici, la notion de génome minimal, elle est biaisée, puisqu'on a des partenaires qui, chacun, ont un génome qui pourrait paraître minimal, mais aucun n'est viable seul. Et c'est la combinaison des deux qui donne un système viable. Donc l'approche simpliste qui dit on va regarder les plus petits génomes et ça répond à la question, elle n'est pas valide. Il faut la nuancer. Et puis si on va encore plus loin, les plus petits génomes connus, bactériens, ce n'est pas du tout les génomes de ces symbiontes avec des génomes extrêmement réduits. Parce qu'en fait, vous connaissez tous des génomes bactériens extrêmement réduits. On en a tous en tant que Homo sapiens. Les mitochondries sont d'anciennes bactéries qui vivent en association symbiotique avec des cellules eucaryotes. Et cette association symbiotique qui se poursuit depuis peut-être 2 milliards d'années, extrêmement poussée, s'est accompagnée d'une réduction de la taille du génome de la bactérie, donc de la mitochondrie, extrêmement poussée, bien plus poussée que ce qu'on a observé dans les génomes que je vous ai présentés tout à l'heure. Et on a des mitochondries qui contiennent quelques dizaines de gènes chez les animaux. Donc, si on cherche un génome minimal et qu'on accepte le fait qu'on puisse considérer dans la question les associations symbiotiques, alors les mitochondries sont certainement les plus petits génomes. Est-ce que pour autant on peut dire qu'une mitochondrie est une cellule? Et c'est un descendant d'une cellule. Est-ce que c'est vraiment une cellule ou pas? Et vous avez même des mitochondries qui n'ont plus de matériel génétique. Tout le matériel génétique est parti dans le noyau de l'hôte, ce qu'on appelle certains hydrogénosomes. Donc, quand on regarde les plus petits génomes qui sont présents dans la nature, on se retrouve confronté à ce problème-là. Alors vous allez me dire, on n'a qu'à considérer les génomes des bactéries free living. On va voir ce que ça donne tout à l'heure. Alors, ça va sur cette partie? Ok, alors on poursuit. On va poursuivre avec une autre approche. Donc là, on s'était contenté de regarder ce qui se passait dans la nature et de chercher les plus petits génomes. Maintenant, on va utiliser une autre approche. On va revenir à notre question fondamentale et se dire que les cellules possèdent dans leur génome tout ce qui est nécessaire pour faire une cellule autonome. Quel que soit son type, on oublie éventuellement les symbiontes au génome extrêmement réduit et les mitochondries. Donc si je prends un génome donné, dans ce génome, je vais avoir des gènes qui vont coder soit des constituants ou des fonctions qui définissent la cellule,
soit je vais avoir des gènes, enfin, je vais avoir ces types de gènes, puisque c'est le génome d'une cellule, mais je vais avoir aussi potentiellement d'autres gènes qui vont être des gènes qui vont singulariser la cellule par rapport aux autres. Par exemple, ce qui fait qu'une cellule d'Homo sapiens est Homo sapiens, ce n'est pas une cellule bactérienne. Donc en fait, l'idée c'est de se dire on va examiner les génomes de cellules et on va regarder un petit peu si la fonction des gènes et voir si ce sont des gènes qui définissent la cellule ou qui participent à des fonctions qui définissent la cellule ou non. L'idée étant que tous les gènes qui vont définir la cellule vont être indispensables, puisque si la cellule les perd, elle ne sera plus capable de survivre, puisque ce sont des gènes qui sont nécessaires à la cellule. Donc on va se dire, je vais examiner les génomes et chercher pour des gènes, je vais regarder la fonction des gènes et je vais essayer de catégoriser mes gènes en gènes indispensables qui devraient définir la cellule. En tout cas, c'est dans cette catégorie de gènes que les gènes qui définissent la cellule doivent se trouver. Et puis, je vais mettre dans un sac tous les autres gènes qui seront dispensables pour le coup. Donc l'idée, on part d'un génome initial et puis expérimentalement, on va déléter ou inactiver les gènes jusqu'à identifier un ensemble de gènes incompressibles, c'est-à-dire que si on en touche un de ces gènes, la cellule meurt. Donc on a des approches expérimentales qui ont été mises en place depuis très longtemps, bien avant qu'on sache séquencer l'ADN. Donc on n'a pas besoin de connaître tous les gènes d'un génome, mais on peut le faire avec des approches expérimentales. Donc par exemple, ce sont des approches de mutagénèse où on va introduire des mutations de façon expérimentale sur des souches bactériennes. Et puis on va faire pousser les souches qui ont été traitées, on va les faire croître sur des boîtes de pétri. Donc ici, vous avez avant mutagénèse. Donc on a nos souches sur cette boîte. On va faire une image, on va transplanter ces souches. On va prendre ces souches, on va les transplanter sur une autre boîte et on applique la mutagénèse et on va voir les endroits où il y a croissance, où on avait des souches, par exemple ici, qu'on retrouve ici, ça veut dire que malgré la mutagénèse, les souches ont poussé, donc ça n'a pas touché des gènes vitaux. Par contre ici, vous voyez que vous aviez des souches dans la boîte initiale qui n'ont pas poussé suite au traitement, qui veut dire que le traitement a touché des gènes vitaux. Donc on va avoir trois types de phénotypes. Létal, pas de croissance, ça veut dire qu'on a touché un gène indispensable. Ralentissement de la croissance, ça veut dire que c'est des gènes qui ne sont pas forcément complètement indispensables, mais quand même la cellule ne se porte pas très bien quand on les touche. Et puis des gènes qui, quand on les touche, ne s'accompagnent pas d'un changement phénotypique au niveau de la croissance, et donc on va les considérer comme non indispensables. Alors, ça c'est la théorie. Maintenant, en pratique, il va falloir choisir les souches sur lesquelles on va travailler. Donc, quel organisme modèle choisir? Alors, bien évidemment, vous vous doutez qu'on ne va pas partir sur des cellules humaines pour faire ce type d'expérience, parce qu'on a un génome de très grande taille, donc ça serait coûteux d'essayer d'inactiver tous les gènes. En plus, on a beaucoup de régions qui ne codent pas pour des protéines. Or, on cherche des gènes qui vont coder pour des protéines qui définissent la cellule. Donc, on oublie le modèle humain. Et bien sûr, on va s'orienter vers des modèles bactériens qui ont des génomes de petite taille. Ce sont des organismes aussi de petite taille, donc on peut avoir des milliers de colonies dans un espace réduit. On ne va pas faire ça sur des chaînes, par exemple. Ils sont simples à manipuler et puis on a de la génétique qui est possible depuis des années. Donc, une des expériences les plus importantes a été faite dans les années 90 sur Mycoplasma genitalium. Donc, Mycoplasma genitalium, rappelez-vous, c'est un pathogène qui a de l'ordre de 500 gènes. Oui, autant, quitte à prendre une bactérie, autant en prendre une qui n'a pas un génome trop gros. Donc, il y a eu une expérience de mutagénèse par transposon. Donc, à quoi ça consiste? Très rapidement. Donc, on a un transposon qui est un petit fragment d'ADN qui va être capable de s'insérer à différents endroits, au hasard, dans différents endroits du génome. Donc, comme on va faire une manipulation de telle sorte, on va concevoir une manip de telle sorte qu'on n'ait qu'un seul transposon qui s'insère par cellule, par génome, mais comme on a beaucoup de cellules et que l'insertion est aléatoire, eh bien, on peut couvrir l'essentiel du génome par cette approche-là. Donc, quand le transposon s'insère dans l'ADN, si le gène
si c'est dans un gène et que le gène est exprimé, donc on va avoir un ARN messager qui va être produit, et puis il va y avoir traduction, fabrication d'une protéine. La protéine, à cause de l'insertion du transposon qui casse, qui disrupte l'ARN messager, va aboutir à la formation d'une protéine anormale. Et si la protéine est indispensable, eh bien la souche qui a reçu ce transposon à cet endroit-là ne pourra pas pousser. Et s'il s'agit d'un gène indispensable, eh bien on aura une croissance normale. Quels sont les résultats de cette expérience? On se rend compte qu'on a donc, on a une réponse très, très variable. Alors, premier point, déjà, tous les gènes de mycoplasma qui avaient un génome de petite taille ne sont pas indispensables. Donc, ça veut dire qu'on a réussi à inactiver un certain nombre de gènes sans qu'il y ait aucun problème avec ça. À peu près un tiers des gènes ont pu être inactivés. Ensuite, ce qu'on voit aussi, donc ici vous avez les fonctions cellulaires associées aux différents gènes, on se rend compte que la proportion de gènes indispensables ou dispensables associés à chaque catégorie fonctionnelle est très différente. On retrouve par exemple tout ce qui est processus d'expression et de transmission de l'information génétique, traduction, transcription, réplication. Vous vous rendez compte que vous avez beaucoup en fréquence. Vous avez beaucoup de gènes qui apparaissent en orange. Ça veut dire que l'essentiel des gènes impliqués dans ces fonctions-là sont indispensables. Vous avez des processus cellulaires, production d'énergie, transport, métabolisme des lipides pour lesquels l'essentiel des gènes sont indispensables. Par contre, en nombre, vous voyez que ça peut représenter peu de gènes. Par exemple, ce qui est métabolisme des lipides, ils sont quasiment tous indispensables, mais ça ne représente pas beaucoup de gènes. Par contre, pour la traduction, quasiment tous sont indispensables et ça représente beaucoup de gènes. Et puis, vous avez des catégories fonctionnelles où vous avez beaucoup moins de gènes indispensables. Par exemple, c'est tout ce qui est enveloppe cellulaire. Ça se comprend très bien puisque lié au mode de vie du micro-organisme, l'enveloppe cellulaire est plus simple que les enveloppes cellulaires qu'on va trouver dans des organismes qui sont free living, qui ont besoin d'un système de senseurs beaucoup plus fin par rapport à l'environnement. Et puis une chose qui était intéressante, c'est que vous avez une catégorie fonction inconnue qui contient l'essentiel des gènes indispensables, bien que dans cette catégorie-là, il y ait aussi beaucoup de gènes qui soient dispensables. Et vous aviez à l'époque 60% des gènes de fonctions inconnues qui semblaient être indispensables. Donc ça veut dire aussi que même dans un tout petit génome, on peut avoir des gènes indispensables dont on n'a aucune idée de la fonction. Donc, en conclusion, à peu près un tiers, alors je vous ai dit un tiers, selon si on regarde les phénotypes de croissance ralentie ou pas, mais si on est très strict, c'est un tiers, ça peut aller jusqu'à la moitié des gènes contenus dans ce génome, qui fait à peu près 500 gènes, seraient non essentiels. Donc ça veut dire que même si c'est un génome très petit, il y a beaucoup de gènes qui sont dispensables. Alors je nuance tout de suite, nous sommes en laboratoire, nous ne sommes pas du tout dans un cas humain, et on est donc dans un environnement extrêmement biaisé. Donc, première chose aussi, deuxième message à retenir, l'ensemble de gènes indispensables qu'on définit pour un organisme, ça dépend fortement du milieu dans lequel on se place. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Autre expérience différente, chez une bactérie différente, Staphylococcus aureus. Donc Mycoplasma, c'est un firmicute. Staphylococcus aureus, c'est un firmicute aussi, mais qui est un lointain parent de Mycoplasma, qui a un génome beaucoup plus gros. Donc ici, on est dans un cas d'une bactérie qui est pathogène, mais qui a un génome relativement gros, 2600 gènes à peu près. Une expérience en laboratoire a été conduite qui n'utilise pas les transposons, mais qui utilisent l'inactivation des gènes. Donc ici, l'inactivation va se faire au niveau de l'étape de transcription. Donc ça va bloquer la traduction. Alors que dans le cas des transposons, on avait une fabrication d'une protéine qui était anormale. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On va fabriquer des petits ARN antisens qui vont être capables de venir se
coller de façon complémentaire sur les ARN messagers et ceci va envoyer un signal à la cellule qui va entraîner la dégradation des ARN messagers et empêcher et bloquer le ribosome qui ne pourra pas se fixer. Donc on n'a pas du tout de traduction dans ce moment-là. Donc même chose, on fait cette opération, on calibre l'expérience pour qu'il y ait en moyenne un gène inactivé par cellule et on regarde si on a croissance ou pas croissance. Pardon ? C'est des petits ARN antisense, oui, qui vont activer comme les petits siRNA. Conclusion de l'expérience. 658 gènes sur les 2600 induisent un phénotype létal et seraient donc indispensables. Donc ça représente à peu près 25% du génome. Donc ça veut dire une grosse quantité de gènes dans ce génome, mais qui étaient plus gros, sont dispensables. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans cette étude, les auteurs ont comparé leurs résultats. Donc ils ont 658 gènes indispensables et ils ont regardé, si je compare avec Mycoplasma genitalium, combien parmi mes 658 gènes indispensables sont présents chez Mycoplasma. Le résultat est le suivant. On a 168 gènes sur 558 qui sont indispensables chez Staphylococcus et présents chez Mycoplasma genitalium. Et quand on regarde l'intersection, quand on regarde les fonctions de ces 168 gènes, eh bien on va retrouver, comme ce qui se dessine depuis toutes les expériences que je vous présente, qu'une majorité de ces gènes va concerner tout ce qui est processus informationnel. On a des gènes du métabolisme intermédiaire, de l'enveloppe et des processus cellulaires, mais vous voyez que c'est tout ce qui est système informationnel qui est le cœur des gènes qui sont conservés entre Staphylococcus aureus et Mycoplasma genitalium dans les 558 gènes identifiés comme indispensables chez Staphylococcus. Si on a seulement 168 gènes qui sont conservés entre les deux espèces et 658 sur les 658 qui étaient indispensables chez Staphylococcus, l'absence de la majorité des gènes indispensables chez Staphylococcus par rapport, quand on regarde Mycoplasma, ça vous indique que le fait qu'un gène soit essentiel ou non, ça dépend de l'organisme que l'on considère. Des gènes qui sont indispensables chez Staphylococcus mais absents chez le mycoplasme, ça veut dire qu'ils ne sont pas importants pour le mycoplasme. Donc selon l'organisme sur lequel que je vais utiliser pour faire ma manip, je ne vais pas trouver forcément le même ensemble de gènes indispensables. Et si on regarde les 168 gènes qui sont communs aux deux, et qu'on croise ces 168 gènes avec les gènes identifiés comme indispensables chez Mycoplasma, on se rend compte qu'il y en a plus d'une vingtaine qui sont dispensables chez le Mycoplasma. Donc des gènes indispensables chez Staphylococcus présents chez Mycoplasma ne sont pas forcément indispensables chez Mycoplasma. Donc la notion de gène essentiel ou non essentiel, ça varie selon l'organisme et selon le milieu dans lequel on se place. Alors ici, comme vous allez pouvoir récupérer les présentations, je vous ai mis une table qui liste, bon alors elle n'est pas à jour bien sûr, mais c'était à l'époque de la publication, les principales expériences qui ont été réalisées en laboratoire. Donc ce que je vous ai présenté est extrait de ces travaux, avec les différents organismes, les années de publication, les organismes qui ont été testés, donc par exemple vous voyez qu'il y a même des expériences sur la levure qui ont été menées, le type de procédure expérimentale, la taille du génome de l'organisme utilisé comme modèle et l'ensemble de gènes considérés comme étant indispensables, c'est-à-dire que si on les inactive, on a un défaut de croissance. Donc chez la levure, par exemple, vous voyez qu'on a un génome qui fait presque 7000 kilobases. On a plus de 1000 gènes qui sont indispensables. Et vous verrez aussi que pour un même organisme, vous pouvez avoir des ensembles de gènes qui sont différents. Ça veut dire que la technique joue aussi un rôle. Alors, je fais un petit résumé de ce que je vous ai dit en vous présentant les limites de ces approches. Donc, je viens de vous dire que pour un même organisme, vous regarderez dans cette table-là, selon les approches expérimentales, la procédure expérimentale que l'on utilise, on peut avoir des résultats différents.
Parce qu'effectivement, il y a des biais qui sont liés aux différentes approches que l'on peut utiliser. Par exemple, quand on a utilisé les transposons, rappelez-vous, on insère un petit transposon dans un gène, le gène peut être transcrit et traduit. Et on pense que si le gène a eu un transposon qui s'est inséré dedans, l'hypothèse par défaut, c'est de dire que la protéine va être anormale, ne va pas fonctionner. Mais ça, c'est peut-être vrai en général, c'est pas vrai tout le temps. On peut très bien imaginer que le transposon s'insère dans le gène, mais ne va pas va causer une protéine qui sera anormale, mais que la protéine est malgré tout fonctionnelle. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas fonctionnelle. Donc du coup, ça veut dire que des gènes indispensables qui ont été ciblés par le transposon, finalement, peut-être qu'au niveau du phénotype, on ne verra rien parce que le transposon n'a pas eu l'effet escompté sur la protéine. Donc on va avoir une sous-estimation du nombre de gènes indispensables dans les génomes avec ces approches. Si je prends l'approche ARN anti-sens, c'est l'inverse. On va avoir une surestimation potentielle des gènes considérés comme indispensables. Pourquoi ? Parce que chez les prokaryotes, on a, dans certains cas, des gènes qui sont organisés en clusters, en opérons. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a des gènes différents qui vont être transcrits sous la forme d'un seul ARN messager. Si mon ARN anti-sens se fixe, par exemple, sur le gène du milieu, c'est toute la transcription qui va être arrêtée. Donc finalement, ça va m'inactiver les 3 gènes, et pas seulement celui que je cible. Si celui-ci est indispensable, mais que les 2 autres sont dispensables, alors je vais avoir l'impression que cela et cela sont indispensables alors qu'ils ne le sont pas. Autre limite, cette fois-ci qui ne sont pas techniques mais conceptuelles, on a dit que le fait qu'on identifie des gènes comme dispensables ou indispensables va dépendre du contexte génomique. Et en particulier, on peut avoir ce qu'on appelle des paralogues dans les génomes. Des paralogues sont des gènes, on en a parlé un petit peu hier, qui résultent d'un événement de duplication. Donc on a un gène qui se retrouve présent en 2 copies suite à un événement de duplication. Qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là ? Eh bien, imaginons que j'ai 2 copies du gène ici, qui remplissent une fonction proche. Si j'inactive celui-là, eh bien peut-être que celui-ci va pouvoir prendre le relais. Donc je vais dire, celui-ci n'est pas indispensable. Inversement, si j'inactive celui-ci, peut-être que celui-ci va prendre le relais. Donc je vais dire, celui-ci n'est pas indispensable. Parce qu'il y a un double qui prend le relais. Mais en fait, la fonction, elle, est indispensable. Mais je ne peux pas le voir si je les mute un par un. On a aussi le cas des inactivations mutuellement exclusives. Par exemple, ici, on a 2 gènes qui sont indispensables pour la biosynthèse des désoxyribonucléotides, NRDA et NRD. NRDA est exprimé chez coli en croissance anaérobie, NRD en croissance aérobie. Si je me mets en croissance aérobie, je vais pouvoir inactiver NRDA. Donc ça dépend de mon protocole expérimental. Si je me mets en condition de croissance anaérobie, je peux inactiver NRDD. Donc je vais considérer que l'un ou l'autre peut être indispensable selon les conditions dans lesquelles je me place, alors que le problème c'est que je ne peux pas me passer des 2. Donc c'est ça qu'on appelle les inactivations mutuellement exclusives. Donc chaque gène est non essentiel individuellement, mais la fonction l'est, ce qui fait que je ne peux pas enlever les 2. Et ça, c'est très difficile avec les approches qu'on a mises en pratique, puisqu'on essaye d'inactiver les gènes un par un. On ne peut pas tester toutes les combinaisons de gènes 2 à 2, 3 par 3, 4 par 4. Et puis, on a des inactivations inclusives. Par exemple, vous avez des systèmes de toxines-antitoxines. Le gène REL-E, par exemple, produit une toxine et REL-B produit une antitoxine. Si j'inactive le gène qui produit la toxine, je vais avoir croissance, pas de problème. Donc, gène dispensable. Si j'inactive celui-ci, je vais avoir pas de croissance, puisque j'ai la toxine, je n'ai pas le gène d'antitoxine. Et si j'enlève les 2, j'ai une croissance. Donc là encore, on a des combinaisons de gènes très subtiles qui font qu'on estime mal le fait qu'un gène est essentiel ou non.
Et ça, le gros problème, c'est que même avec tous les progrès qui ont été réalisés dans les approches expérimentales, il est impossible de tester expérimentalement l'ensemble des combinaisons de 2 gènes ou plus. Donc, on est très limité. En fait, on a une approche très simpliste. On prend un gène et on regarde ce qui se passe. Alors, je vous passe tous les problèmes qui sont liés au phénotype un peu ambigu. Par exemple, si je mute un gène et que la bactérie met 6 semaines à pousser au lieu de 24 heures, comment je vais le tester? Il y a aussi des limites de ce type-là. Donc, une approche qui était finalement très simple et élégante sur le papier se révèle difficile à mettre en place et assez difficile à interpréter. Donc, pour conclure sur les approches expérimentales, l'ensemble de gènes essentiels qu'on peut définir par des approches expérimentales est spécifique d'un organisme, ça c'est très important. On l'a vu quand on a comparé les gènes indispensables chez Mycoplasma et chez Staphylococcus. Et surtout, c'est associé à des conditions environnementales fixées. Aérobie, anaérobie, avec tel ou tel acide aminé, donc il y a vraiment une grosse variabilité. Et puis, il ne faut pas oublier que ce sont des expériences qui sont réalisées en laboratoire, c'est-à-dire dans un environnement idéal. Vous avez des chercheurs qui soignent leurs bactéries du mieux possible, leur donnent tout ce qu'il faut. On est dans des conditions extrêmement contrôlées, extrêmement favorables, qui n'existent pas du tout en conditions environnementales. Tous les nutriments sont fournis, il n'y a pas de stress. Donc, ce qui est sûr, c'est que les gènes qu'on va identifier comme étant essentiels dans ce contexte ne reflètent pas, c'est pas l'ensemble des gènes qui sont essentiels pour la bactérie dans son environnement normal. Donc on a des biais, et comme on a une question précise, ces approches effectivement sont pas, elles permettent des avancées, mais on n'a pas répondu à la question sur la base de ces seules approches. Alors pour finir, je vais simplement présenter le 3e volet. Et le 3e volet, pour aborder cette question de la cellule minimale, utilise cette fois-ci des approches qui sont dites bioinformatiques. Donc en fait, on va faire de la comparaison de génomes de façon informatique. Donc il n'y a pas de procédure expérimentale. L'idée, c'est de dire chaque cellule porte en elle le matériel génétique nécessaire à fabriquer une cellule. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer les génomes, un petit peu comme ce qu'on avait fait avec les symbiontes, mais cette fois-ci, on va pas se limiter. On va comparer des génomes divers et variés et rechercher les gènes qui sont communs à tous les génomes. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, vous avez une étude très intéressante qui a été publiée en 2009, donc il n'y a pas très longtemps, où les équipes de recherche ont séquencé massivement des génomes d'Escherichia coli. Je crois qu'ils en ont séquencé 15 dans l'étude, je me souviens plus. Puis il y en avait d'autres génomes qui étaient disponibles dans les banques de données. Ils ont comparé les 20 génomes d'Escherichia coli. Et ce qu'ils ont observé ici, donc ici vous avez un graphe qui montre le nombre de génomes, donc 1, 2, 3, jusqu'à 20, et ici le nombre de gènes qui sont partagés. Donc ça vous dit quoi? Ça veut dire que vous avez, si vous regardez le graphe, vous avez 51% des gènes quand on considère tous les 20 génomes dans leur ensemble, on a 51% des gènes qui sont présents que dans un seul génome. Donc ça veut dire que bien qu'on compare des souches de la même espèce, Escherichia coli, vous avez une grande variabilité dans les génomes. Plus que 51% du total des gènes est spécifique d'une souche. Vous en avez 14% qu'on ne trouve que dans 2 génomes. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui est commun à tous, et on se rend compte qu'il y a seulement 11% des gènes communs à tous ces génomes d'Escherichia coli. C'est ce que je vous ai représenté ici. Ça, ce sont les gènes que l'on trouve dans un seul génome, c'est la majorité, et puis les gènes qu'on trouve chez tout le monde. Alors, ça rejoint ce que Guillaume vous disait sur la plasticité des génomes bactériens. Les génomes bactériens sont très plastiques et ça se traduit par des contenus en gènes très différents. C'est vrai. Il y a néanmoins une nuance à apporter qui est celle-ci. Si on regarde, ici on a aligné les génomes. Donc ça, on fixe une origine dans les génomes, la même pour tous les génomes, et on essaye d'aligner les génomes. Et on regarde les gènes qui sont communs à tout le monde, c'est le fond plat, et les zones qui sont variables, c'est-à-dire on va trouver des gènes qui sont présents dans quelques souches, mais pas dans toutes. On regarde la localisation des gènes que l'on trouve qui sont spécifiques de quelques souches par rapport à ceux qui sont communs. Ça va, c'est clair? Eh bien, ce qu'on se rend compte, c'est que
je vous ai dit, vous avez énormément de différences, de variabilité entre les génomes, puisqu'on a plein de gènes qui sont présents dans un seul des génomes, ou 2 ou 3 génomes, et absents dans la majorité des génomes. Mais quand on regarde où sont localisés ces gènes, on se rend compte qu'en fait, ils sont localisés dans des endroits qui sont similaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez le génome d'Escherichia coli qui est globalement, dont la structure est globalement conservée, et puis vous avez des zones de très forte variabilité. Et ces zones de variabilité sont conservées entre tous les génomes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez des zones qui sont tolérantes à la variabilité et qui vont pouvoir accueillir ces gènes justement qui sont spécifiques de telle ou telle souche, qui sont peut-être arrivés par transfert de gènes, typiquement. Donc par exemple, si on regarde ce qui se passe à ce locus ici, donc ici vous avez vos 20 génomes, donc c'est un locus en particulier, mais on aurait pu prendre les autres. Et si vous regardez les gènes qui sont présents, chaque couleur représente des gènes, et si vous avez les mêmes couleurs, vous avez les mêmes gènes. Vous vous rendez compte que selon les souches, vous n'avez pas du tout les mêmes gènes qui sont présents. Donc ça veut dire qu'il y a de la variabilité, mais cette variabilité, elle est structurée dans le chromosome. On n'a pas des génomes qui sont complètement aléatoires. On a une conservation du génome. Donc ça vous dit que même si les génomes évoluent beaucoup, on a quand même une conservation. On peut retrouver... Enfin, il y a une cohérence dans les génomes d'Escherichia coli. Et c'est vrai pour toutes les espèces. Alors, je passe... donc ça, c'était simplement pour vous expliquer que bien que les génomes soient très variables, il y a quand même des invariants. Donc on va se servir de ça pour faire nos comparaisons. Donc, je fais juste une petite parenthèse sur la théorie cellulaire. Donc, c'est simplement pour remettre dans le contexte et pour ramener à la question de la cellule minimale. Donc, tous les êtres vivants sont constitués d'un ensemble d'unités de construction du même type, les cellules. Donc, c'est ancien comme constat. Et toute cellule provient d'une autre cellule. Donc, l'idée est la suivante. Si je regarde toutes les cellules actuelles, elles proviennent d'ancêtres cellulaires. Je peux retracer leur généalogie et je vais arriver à ce qu'on appelle Luca, qui est l'ancêtre commun le dernier ancêtre commun à tous les êtres vivants actuellement. Donc, à partir de cet ancêtre, les 3 domaines du vivant ont commencé à diverger. Donc l'idée, c'est de prendre les génomes eucaryotes, archées et bactéries, de les comparer et d'identifier les gènes qui sont communs. Parce que si tout organisme provient d'une cellule, toute cellule provient d'une autre cellule, Luca était une cellule, et Luca devait déjà avoir les gènes qui permettaient de fabriquer une cellule. Ça va? Et ces gènes ont été conservés au cours de l'évolution des 3 domaines du vivant. D'où l'idée de faire l'intersection des génomes de bactéries, d'eucaryotes et d'archées. Avec l'idée que c'est cette fraction de gènes qui va représenter les gènes qui définissent la cellule. C'est des approches qui ont été appliquées dès qu'on a su séquencer des génomes, puisque bien sûr là il faut la séquence du génome. Dès qu'on a su séquencer les génomes, ces idées ont été appliquées. 96, premier séquençage des génomes, donc il y a Haemophilus influenzae et Mycoplasma genitalium ont été séquencés la même année, et tout de suite l'année de leur publication des 2 génomes, les chercheurs ont eu l'idée de croiser l'information portée. Alors, vous commencez à avoir l'habitude de ces graphiques, donc je vais passer assez vite. Quand on compare les génomes de Mycoplasma avec celui d'Haemophilus, on a 256 gènes qui sont en commun. Rappelez-vous, on a de l'ordre de 500 gènes chez Mycoplasma genitalium et on a 1700 gènes chez Haemophilus. Quand on regarde les gènes qui sont présents chez Genitalium et conservés chez Influenzae, c'est ce qui est en orange, vous vous rendez compte qu'on retrouve encore une fois une forte surreprésentation des gènes impliqués dans les processus de transmission et d'expression de l'information génétique, traduction, transcription, réplication et métabolisme central. Et puis vous avez d'autres catégories de gènes qui sont largement sous-représentées dans ces 256 gènes qui sont en commun. Donc on retombe un peu sur les mêmes fonctions. Cependant, est-ce que ça veut dire que ces gènes qui ont été conservés à très large échelle évolutive, bon ici on compare 2 bactéries donc qui appartiennent à des groupes très différents, donc ça veut dire que c'est des gènes qui sont hérités, ce qu'elles ont en commun sont des gènes qui sont hérités de l'ancêtre des bactéries, on n'est pas chez Luca, encore à l'époque. Ça veut dire, donc on en a 256,
on pourrait imaginer que ce sont des gènes importants, essentiels pour la plupart, puisqu'ils ont été conservés sur de longues périodes évolutives. Et quand on regarde, eh bien, parmi les 256 gènes qui sont communs aux deux bactéries, un certain nombre ont pu être inactivés expérimentalement chez Genitalium. Donc encore une fois, ils ne sont pas indispensables. Ce n'est pas parce qu'on a une forte conservation sur de longues périodes évolutives que le gène est indispensable. Alors, on applique la même approche, mais aux 3 domaines du vivant. Cette fois-ci, on inclut des eucaryotes et des archées dans la boucle. Et ce qu'on voit, c'est que... Donc, c'est une étude qui a été publiée en 2003, mais ça n'a pas changé, hein, les résultats sont toujours valides. On arrive sur un total de 70 gènes conservés à l'échelle des 3 domaines du vivant. 70 gènes, c'est très très petit. Quand on regarde la fonction de ces 70 gènes, on retrouve toujours la même chose, et en particulier, plus de la moitié de ces gènes sont impliqués dans la traduction. Donc ça veut dire ce qui était présent chez Lucas, conservé au cours de l'évolution dans les 3 domaines du vivant, c'est essentiellement les gènes de la traduction, ceux de la transcription aussi, quelques gènes de la réplication-réparation, et le métabolisme, presque rien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que Lucas avait 70 gènes? On est loin d'avoir une cellule. Hein. Ce n'est pas parce que vous avez un ribosome et une ARN polymérase que vous avez une cellule. On en est loin. Alors, ça veut dire qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes et effectivement, dans l'approche bioinformatique qui est intéressante conceptuellement, on a des limites, comme pour les approches expérimentales. Les limites sont liées au fait qu'on va essayer d'identifier des gènes qui étaient présents chez Lucas, c'est-à-dire il y a très longtemps dans l'ancêtre commun de tous les organismes. Donc en fait, on regarde dans les 3 domaines, et si on voit un gène présent dans les 3 domaines, on va faire l'hypothèse qu'il était présent chez Lucas. Tout va bien. C'est le concept, vous l'aviez compris. Le problème, c'est que dans la pratique, c'est beaucoup plus complexe que ça. Tout d'abord, on peut avoir des gènes qui étaient présents chez Lucas, mais qui ont tellement évolué qu'on n'est plus capable de se rendre compte que ce sont les mêmes gènes, en fait. Ils sont devenus trop différents. Donc en fait, quand je vais comparer mes génomes d'archées, de bactéries et d'eucaryotes, je vais voir ce gène orange, ce gène rouge, ce gène violet, et je vais dire, ben voilà, c'est des gènes différents, donc je n'ai pas de raison, ce sont des gènes qui sont spécifiques de chacun des 3 domaines. Alors qu'en fait, il s'agit de gènes qui descendent de Lucas, mais simplement ils ont trop évolué, on n'est plus capable, avec nos méthodes bioinformatiques, de retrouver leur ascendance commune. On peut aussi avoir des pertes de gènes. On a vu tout à l'heure, quand je vous ai parlé de l'évolution des génomes prokaryotes, qu'il y a toujours des pertes de gènes qui se produisent, qui peuvent être compensées par l'arrivée de nouveaux gènes. Mais donc, on peut très bien avoir des gènes qui étaient présents chez Lucas, qui ont été perdus dans l'un ou l'autre des 3 domaines du vivant. Donc, quand on va chercher les gènes qui sont communs aux 3 domaines du vivant, bah, typiquement, ce gène-là, qui était présent chez Lucas, mais qui a été perdu ici, on ne va pas le considérer. Donc, ce sont des facteurs, vous l'aurez compris, qui sous-estiment très largement le nombre de gènes qui sont présents chez Lucas. Et puis, on peut avoir des remplacements non homologues. Alors ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on a une fonction avec des gènes qui étaient présents chez Lucas, qui sont conservés au cours de l'évolution, mais dans un des 3 domaines, vous avez remplacement du système ancestral par un système dérivé. Typiquement, c'est ce qui se passe pour la réplication. Je vous ai dit, chez la réplication, c'est le même mécanisme chez les archées, les bactéries et les eucaryotes. C'est vrai. C'est réalisé par une machinerie très complexe de protéines. Mais quand on regarde quelles sont les protéines qui font la réplication de l'ADN chez les eucaryotes et les archées, eh bien, ce ne sont pas les mêmes protéines que ce qui se passe chez les bactéries. Donc on a un mécanisme commun, des acteurs différents. Et ça, l'hypothèse, c'est qu'il y a eu un remplacement au cours de l'évolution d'un système par un autre. Alors est-ce que c'est le système bactérien qui était ancestral et que ça a été remplacé chez l'ancêtre des archées et des eucaryotes? Est-ce que c'est l'inverse? On n'en sait rien du tout. C'est ce qu'on appelle le remplacement non homologue. Et ces 3 facteurs qui sont très communs à l'échelle de l'évolution des génomes vont faire qu'on va sous-estimer grandement le nombre de gènes qui étaient présents chez Lucas. Alors après, on peut avoir des facteurs de surestimation. C'est lié au transfert de gènes. Par exemple, ici, vous avez un gène qui était présent chez l'ancêtre de ces 2 domaines et qui a été transféré chez un ancêtre du 3e domaine. On retrouve le gène qui est présent chez tout le monde. On va dire qu'il était présent chez Lucas alors qu'en fait, il ne l'était pas. Donc finalement, les choses sont un petit peu plus conservées, un peu plus complexes que prévu. Alors, il a été proposé, pour aller au-delà de ce répertoire de 70 gènes qui ne répond pas... Enfin, voilà, bon, c'est un constat. C'est déjà beaucoup d'imaginer qu'il y a 70 gènes qui ont été conservés tout au long de l'évolution depuis Lucas. C'est énorme. Mais
on peut peut-être affiner un peu plus. Donc d'autres études ont été menées, et en cherchant cette fois-ci, non pas les gènes qui sont présents dans tous les génomes, ça et ça, pour passer outre ces facteurs limitants, les approches qu'on utilise maintenant, c'est de regarder les fonctions qui sont conservées. Et si on regarde les fonctions, c'est une étude ancienne, depuis il y a eu des choses plus fines qui ont été faites, on a plus de 300 gènes. Donc si on regarde les fonctions et qu'ensuite on regarde quels sont les gènes qui remplissent ces fonctions, en prenant une solution bactérienne ou archéeucaryote selon les cas, par exemple pour la réplication, on va augmenter le répertoire de gènes qu'on suppose être présents chez Lucas, et les premières études donnaient de l'ordre de 320 gènes. Si on regarde un petit peu les fonctions de ces 320 gènes, on se rend compte qu'on commence à avoir quelque chose qui est beaucoup plus cohérent avec une cellule. On est au-dessus des plus petits génomes connus. Et en particulier, on va avoir un petit peu de métabolisme qui apparaît. Alors, je vous ai dit, quand on regarde les fonctions et qu'on a une fonction conservée avec des acteurs différents, on va prendre soit une solution bactérienne, soit archée, soit eucaryote. Donc ça veut dire qu'on va avoir des solutions différentes pour la cellule minimale selon qu'on prend des solutions bactériennes, archées ou eucaryotes. Donc le problème de la question de la cellule minimale, déjà, vous l'aviez déjà compris précédemment, mais on a plusieurs solutions. Aussi avec les approches bioinformatiques. Des estimations plus fines avec des modèles plus complexes et plus réalistes arrivent à plus de 1000 gènes. Donc à l'heure actuelle, les études les plus récentes postulent que chez Lucas, on avait de l'ordre de 1000 gènes, à minima. Et là, on est typiquement dans le cas de génomes de petite taille de bactéries free living. Rappelez-vous ce que je vous avais montré, le graphique au début, où on avait la distribution de la taille des génomes. Et on retrouve des fonctions essentielles aux cellules. Alors, j'ai fini sur les approches qui visent à étudier la question, qui s'intéresse à la question de la cellule minimale, mais je vais conclure vers quelques considérations plus générales. Donc je vous ai dit que la conception de génomes artificiels, d'organismes artificiels, donc qui sont vivants mais artificiels parce que fabriqués de novo, c'est quelque chose qui est extrêmement... il y a beaucoup de recherche qui est faite actuellement parce qu'on a beaucoup d'applications qui sont possibles. Et donc, en particulier, vous avez Craig Venter qui s'était exprimé depuis une dizaine d'années sur la question. Et donc, Craig Venter, c'est un grand personnage de la biologie avec de multiples facettes, certaines géniales, d'autres détestables. Mais bon, beaucoup de grands scientifiques ont été dans ce cas-là. Et donc, lui, son nouveau Graal, c'est d'arriver à faire des génomes artificiels. Et donc, il y a quelques années, son équipe... son groupe a publié la synthèse artificielle d'un génome complet de Mycoplasma genitalium. Donc, ils sont partis de la séquence qu'on connaissait. Donc, le génome de Mycoplasma genitalium, on connaît sa séquence, ça a été séquencé. Et eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fabriqué un chromosome qui correspond à cette séquence. Mais sans utiliser la réplication. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas utilisé le génome de Mycoplasma comme template pour synthétiser un autre génome. Ça, je veux dire, ça n'a aucun intérêt. Ils ont réussi à développer des techniques qui ont permis d'assembler un chromosome de grande taille. Donc ça, c'était un progrès technique remarquable, dans le sens où, quand on s'intéresse au design d'organismes artificiels, il faut être capable de synthétiser un chromosome. Il y a une barrière technique, donc on peut synthétiser des petits fragments génomiques, mais on était loin des génomes. Donc ce pas a été franchi. Bon, c'est Mycoplasma, c'est un petit génome, mais c'est déjà remarquable. Et donc, les étapes suivantes, maintenant, vont être de concevoir des chromosomes contenant des gènes pour fabriquer des micro-organismes avec des fonctions particulières. Donc, c'est ce qu'il disait. On est en train de mettre au point les différentes... On commence à savoir qu'est-ce qu'il faudrait agencer pour obtenir telle ou telle fonction. Donc, on a des briques qui pourraient constituer des fonctions qu'on pourrait utiliser pour créer ces génomes artificiels. Et la question, ça va être, est-ce qu'on va être capable, à partir de ces briques, de reconstituer un génome cohérent? Et en fait, c'est loin d'être trivial. C'est-à-dire que même si on sait
qu'est-ce qu'on veut mettre dans un génome? Et si on sait fabriquer la molécule, en fait, vous allez vous rendre compte qu'on est très loin d'avoir fabriqué un organisme, d'être capable de fabriquer un organisme. Pourquoi? Parce que le génome ne suffit pas. En plus du génome, une part qu'on a complètement laissée de côté, rappelez-vous ce que je vous ai dit au début, on part de la cellule, on part de la cellule, on transfère la question cellule minimale en ensemble de gènes, puis nombre de gènes. Donc en fait, on regarde le contenu en gènes d'un génome. Mais le contenu d'un génome, en termes de contenu en gènes, ça ne fait pas un organisme. Vous avez tout ce qui est régulation de l'expression des gènes, qui est important. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement passé sous silence dans tout ce que je vous ai présenté. Jamais on n'a parlé de régulation des gènes. Or, la régulation des gènes, c'est ça qui fait que les différentes fonctions cellulaires vont opérer au sein d'une cellule. Et puis, à partir du transcriptome, même si on était capable de concevoir des systèmes de régulation très fins des gènes et cohérents, ça ne veut pas dire qu'il y a encore une étape pour avoir des activités cellulaires, c'est qu'il faut passer des ARN aux protéines, et là aussi il y a de la régulation qui se fait à ce niveau. Ce n'est pas parce que vous avez des ARN dans une cellule que vous aurez les protéines correspondantes. Il y a toute une régulation ici qui se fait, qui intègre l'expression des ARN, des gènes, donc fabrication des ARN, dégradation aussi des ARN qui participent à la régulation, synthèse des protéines, dégradation des protéines, et ça c'est des choses qu'on est absolument incapable de prendre en compte à l'heure actuelle, parce qu'on ne les comprend pas encore bien du point de vue biologique. Et puis après, être capable, à partir des protéines, de concevoir les interactions et de modéliser et de coder les interactions que devront avoir les protéines pour assurer leur fonction, on en est encore loin. Donc même si on a des idées, on va dire ah, il faudrait mettre ci, il faudrait mettre ça, il faudrait mettre ça. C'est un peu comme un pâtissier qui aurait des ingrédients. C'est pas parce que vous avez des ingrédients cohérents que vous allez faire le gâteau du siècle. Donc, gérer les interactions entre les protéines et puis la coordination des différentes voies métaboliques les unes avec les autres. Donc on est encore dans un niveau de complexité. Et il y a encore d'autres étapes avant d'arriver à une cellule. Donc pour l'instant, on en est là. Le chemin est encore long. Et donc finalement, toutes les approches que je vous ai présentées sont des approches extrêmement simplistes par rapport à la question qu'on s'est posée de la cellule minimale. Donc j'ai terminé sur le design des génomes artificiels, mais c'est un peu ça aussi. Si on voulait faire une cellule minimale, il faudrait tester que ce qu'on dit, ce qu'on propose fonctionne. Donc il y a ça qui, même quand on s'intéresse au génome minimal d'un point de vue exobiologique, il y a tout ce chemin à faire et on en est extrêmement loin. Alors, je ne veux pas détruire mon exposé sur cette note très négative, mais simplement d'une question simple, cellule minimale, vous vous rendez compte qu'on arrive à quelque chose d'extrêmement complexe. Et donc pour conclure, toutes ces approches qu'on développe à l'heure actuelle, ça permet d'identifier des gènes potentiellement définissant une cellule minimale, mais ça reste des constructions purement théoriques. Tant qu'on n'aura pas prouvé que ce qu'on propose fonctionne, ça restera des constructions théoriques. Vous vous êtes rendu compte que c'était un problème très complexe, qui a des solutions multiples. Donc quand on parle de la problématique de la cellule minimale, c'est une mauvaise façon de poser le problème. Ce sont des cellules minimales. Et pourquoi? Parce que les solutions qu'on va inférer sont multiples, qui vont dépendre des organismes considérés comme modèles. Est-ce que je veux faire une cellule minimale bactérienne, eucaryote, d'un photosynthétique, d'un hétérotrophe? Selon ce que je vais avoir des ensembles des solutions très différentes selon ce que je considère. L'environnement aussi dans lequel on se place pour concevoir notre cellule va aussi jouer. Et ça j'aimerais rappeler sur ce point fondamental, et Guillaume vous en a parlé un petit peu, un organisme hors de son environnement, ça n'a pas de sens. Il y a une interaction entre les deux qui font que on ne peut pas considérer l'organisme hors de son environnement. Et puis, donc aussi du type de cellules considérées, bon ça je l'ai déjà dit. À partir des génomes actuels, on infère qu'on pourrait avoir des
cellules minimales, des solutions avec un ensemble de 300 à 1000 gènes, en comparant les génomes avec les différentes approches, que ce soit expérimentale, comparaison de génomes actuels ou approche bioinformatique. Et ça reste très petit par rapport au génome actuel. Donc je vous ai dit, 1000 gènes, c'est cohérent par rapport à ce qui existe dans la nature, mais c'est quand même très petit. Alors, est-ce que une bactérie avec 1000 gènes qu'on considérait comme minimale, est-ce que c'est viable ou pas? Ça dépend de tout ce qui est là. Il faut se rappeler aussi que quand on parle de génome et de cellules, on parle d'entités qui ont une évolution et une histoire qui a duré des millions, des milliards d'années. Et donc, quand on regarde les génomes actuels, ils sont le fruit d'une évolution. Et donc, les solutions, quand on part de l'existant pour aborder la question de la cellule minimale, on est tributaire de cette évolution. La problématique est très différente si on s'intéresse à l'ingénierie, où là, on va pouvoir essayer d'assembler des parts de génomes, de gènes, qui existent dans différents organismes et d'essayer de les mettre en place les uns avec les autres. Donc, même si les deux aspects exobiologiques ou biologiques s'intéressent à la cellule minimale, tout comme les aspects biotechnologiques, on n'a pas du tout les mêmes finalités et on n'a pas du tout la même approche de la question. Ici, vous avez une approche historique. Ici, vous avez une approche complètement transversale et synthétique où on fabrique à partir de rien. Mais une cellule, c'est un élément qui a une histoire. Donc, quand on parle de cellule minimale, il y a ce processus historique qu'il faut prendre en compte. Voilà, je vous remercie.